Les territoires du Maroc, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont l'héritage des territoires de l'Empire chérifien. Au cours de l'histoire, ils ont connu une évolution largement liée aux dynasties qui se sont succédées et aux séquelles du colonialisme. Au début du XXe siècle, le Maroc subit 2 crises économiques majeures qui vont déboucher sur une anarchie totale appelée Bled Siba. Cette anarchie a mis en péril les intérêts européens au Maroc. Les crises de 1905 et de 1911 auront un impact majeur sur le sort qui sera réservé au Maroc par les puissances coloniales européennes qui cherchent à asseoir leur influence. En 1906, la conférence d'Algésiras met un terme à des années de rivalité à propos du territoire marocain et le place sous la protection des grandes puissances qui démantèleront progressivement le Maroc. Après la découverte en 1947 du phosphate dans ces territoires, l'Espagne cherchera par tous les moyens à en faire une province espagnole. La résistance s'organise et les populations fuient vers le nord. Face aux résistances, l'Espagne finit par abandonner l'idée, mais entend conserver la mainmise en proposant l'alternative d'une autonomie sous domination espagnole. L'Espagne finira par quitter les territoires en 1976 après la signature des accords de Madrid. Ces territoires deviendront l'actuel Sahara occidental qui ne cesse de faire l'objet de convoitises régionales. Récupérés par le Maroc, ils sont depuis lors revendiqués par le mouvement du Front Polisario. On part d'une situation où il n'y a rien et on constate une situation aujourd'hui où on a créé des conditions de vie qui n'existaient pas à l'époque espagnole. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'effort fait par le Maroc dans le cadre des provinces du Sud si on ne veut pas se rappeler dans quel état les Espagnols ont laissé ces provinces. Ces provinces, c'était simple, Bouche-d'Our c'était un phare, Dakhla n'existait quasiment pas. Il n'y avait pas de route carrossable entre Dakhla et Bouche-d'Our. Il y avait les seules prémices urbains étaient dans le cadre de l'Aïoun, où cependant il y avait tout à faire dans le domaine de l'eau potable et dans le domaine de l'électricité. Il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'El-Aïoun avait quelques milliers d'habitants. Le fameux paradeur, l'hôtel Paradeur, était la limite extérieure de la ville. Le nombre de gamins qui allaient au bac se comptait sur les doigts d'une main par an. Et je crois que le Maroc avait tout à faire. Les infrastructures, l'éducation, la santé. Les populations étaient quand même quasiment livrées à l'abandon. On ne va pas non plus retarder le développement des provinces pour ne rien faire le temps qu'il n'y ait pas un statut officiel. Quel procès ne ferait-on pas au Maroc si le Maroc n'avait fait aucun processus de développement dans les provinces ? Le Maroc, qui avait posé le dossier de la décolonisation du Sahara devant les instances onusiennes en 1963, sollicite alors l'avis de la Cour internationale de justice.
Fort de l'avis de la cour rendu le 15 octobre 1975, Hassan II, roi du Maroc, organise la Marche verte, une marche de 350 000 hommes et femmes sur le Sahara. Un conflit armé éclate entre le Front Polisario et le Maroc. 40 ans plus tard, le dossier est toujours pendant devant les instances onusiennes. Après le cessez-le-feu intervenu en 1991, le conflit change de nature. Ce sont d'incessantes batailles diplomatiques qui vont être renforcées par de nombreux lobbies internationaux qui ont fait leur lit sur ce conflit, que ce soit au sein des instances internationales ou européennes, comme ici au Parlement européen, ou encore à travers une presse engagée qui défend son point de vue. Il arrive souvent que des débats portant sur ce conflit tournent à des agressions verbales et physiques entre les partisans de thèses adverses. Ici, en 2008, une conférence de presse tenue à huis clos avec Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du Front Polisario, est organisée à Bruxelles par le lobby Independent Diplomatica pour une presse acquise au Polisario. L'objectif est de dénoncer le statut avancé octroyé par l'Union européenne au Maroc. يعني قرر العمل على قيام علاقات أو إعطاء ستاتيو أفونسي يعني للمملكة المغربية والمملكة المغربية تنهب بصورة غير شرعية ثروات الصحراوية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية وبالتالي من وجهة نظرنا المملكة المغربية لا توفر شروط لدولة تقيم علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. Au cours des dernières années, la question de l'exploitation des ressources naturelles a pris une place importante dans le conflit qui oppose le Maroc au Front Polisario. Le principe général appliqué aux territoires non autonomes est celui de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires, un principe posé à l'article 73 de la Charte des Nations Unies. Ce principe a été explicité dans l'avis dit Correll, du nom du directeur du service juridique des Nations Unies, rendu en 2002 portant sur l'exploitation des minerais. Il précise que l'exploitation est légale dès lors qu'elle est exercée dans l'intérêt des populations. Au Sahara, les ressources naturelles sont essentiellement le phosphate et les ressources halieutiques. Cette région particulièrement aride et désertique n'est guère propice au développement d'une agriculture variée. Quant à la prospection pétrolière, celle-ci n'a toujours pas permis de révéler l'existence d'hydrocarbures. Les ressources naturelles, en fait, portent essentiellement sur l'aspect relatif au phosphate avec la société Fos Bokra et également l'aspect relatif aux ressources halieutiques. Et puis, il y a également tout ce qui a trait à la recherche pétrolière. The resources in Western Sahara today is the main financial benefits comes from the phosphates. 1 ton of phosphates is now worth around $110. One vessel, one ship of phosphate can have 50,000 tons. We're talking about around 40-50 vessels, ships every year. Néanmoins, ces ressources font l'objet de campagnes mondiales anti-marocaines du Polisario et de ses lobbies. Dans ce contexte, les ressources naturelles sont plus un enjeu politique qu'économique. Le Maroc a peu de ressources minérales. Les phosphates sont sa richesse principale. Les phosphates marocains ont toujours été exploités depuis 1920 par l'Office chérifien des phosphates, organisme d'État devenu groupe OCP en 1975, un office qui emploie plus de 25 000 personnes. Leader mondial sur le marché des phosphates et de ses dérivés, le Maroc détient 75% des réserves mondiales de phosphate connues. Le Maroc est derrière la Chine le deuxième producteur mondial de phosphate et le premier exportateur mondial de roches de phosphate et d'acide phosphorique. Il est aussi l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde. Les phosphates au Maroc se distinguent en plus par leur richesse exceptionnelle en phosphore. Il y a 4 principaux gisements de phosphate au Maroc. La plus grande mine de phosphate à ciel ouvert au monde
est celle de Kouriga. L'exploitation du phosphate se fait sur un seul site à Boukra par la société Fos Boukra, située géographiquement 80 km à l'est de la ville de Laayoune. Ce site représente 1,7% de l'exploitation totale des phosphates marocains. Cette maquette présente la coupe lithologique du gisement de Boukra. La différence par rapport au nord, c'est que le produit à la mine de Boukra, il se trouve sur des profondeurs plus importantes. C'est des difficultés d'exploitation et un coût élevé en termes d'extraction. Les données géologiques de la région rendent difficiles les conditions d'exploitation qui nécessitent des machineries particulièrement lourdes et l'acheminement par des convoyeurs. Par ailleurs, le phosphate présente une qualité moyenne. Fos Boukra emploie environ 2200 personnes, dont 80% sont originaires de la région. الأصل ديالي من طنطا بديت بالعمل ديالي في منطقة بوقراع منجم فوس بوقراع في شهر 3 2013 كمهني كبيليست. أنا الأصل ديالي من العيون بديت مع هاي الشركة مع 1982 كنقوموا بعملية الحفر حنا ومجموعة ديال الناس. الأصل من العيون وخدمت في فوس بوقراع 82. خدمتي ديما هي الشيفور فيها. L'OCP emploie autour de 2200 personnes. Avec les ayants droit, on est à peu près une population de 10 000 ou 15 000. Donc toute cette population dépend directement de l'OCP. Et non parlons pas de la population qui dépend directement. Et vu que toutes les recettes sont réinvesties ou réinjectées dans la région, donc c'est une exploitation tout à fait normale et tout à fait légale. L'acheminement du phosphate jusqu'au port de Laayoune pour en assurer le traitement se fait par des convoyeurs. Un transport qui coûte cher et qui induit une perte de l'ordre de 10% de la cargaison. Ce convoyeur il a une longueur de 100 km. Il est réparti en 12 stations. Chaque convoyeur il a une longueur moyenne de 10 km. Pour votre information, un grain de phosphate depuis Boukra il fait un trajet de 6 heures. Depuis 1976, depuis la récupération des provinces, jusqu'à 1982, la société était totalement à l'arrêt. Il n'y avait pas de production. Donc pendant toute cette période, il faut payer les gens et il faut entretenir les installations. L'Espagne détenait jusqu'à 2002 35% des actions de la société. Donc il assistait à l'ensemble des conseils d'administration et chaque année, il envoie des commissaires aux comptes. Donc tous ces comptes sont certifiés côté marocain et côté espagnol et montrent bien que la société était déficitaire jusqu'à l'année 2008. Qu'on ne vienne pas dire que l'exploitation du site de Boukra c'est exploiter les provinces du Sud. Non, l'exploitation du site de Boukra, c'est une raison de maintenir l'emploi sur place. S'il y avait une décision à prendre en termes d'opportunités économiques, il faudrait fermer le site de Boukra. Parce qu'il coûte beaucoup plus cher en exploitation. Par contre, le fermer, c'est se priver de 2 à 3 000 emplois et le territoire ne le permet pas. Au début des années 2000, les cours du phosphate se sont envolés et les comptes d'exploitation de Fos Boukra ont commencé à s'équilibrer depuis l'année 2008. La société fait alors le choix d'opter pour des investissements dans des projets locaux, sociétaux, intégrés, prenant notamment en charge la construction d'infrastructures scolaires, médicales, sportives, ainsi que les frais de fonctionnement de ces structures et le personnel qui y est affecté. On a un budget de 130 millions de dirhams. On va avoir un budget beaucoup plus important dans l'année à venir parce que le projet de la Technopole est un projet très ambitieux. On va absorber un budget de 600 millions de dirhams. Et on est en train de travailler sur, avec plusieurs partenaires. Il y a des partenaires institutionnels, la Fondation travaille avec des partenaires institutionnels, par exemple le ministère de l'Agriculture dans tout ce qui est programme agricole, le ministère de l'Éducation dans tout ce qui est éducation, le ministère de la Santé dans tout ce qui est santé. Principalement les ministères qui ont un lien avec nos programmes, on travaille avec eux, mais on a aussi des ONG, des organismes nationaux et internationaux avec lesquels on travaille. L'OCP a également investi dans ses centres Skills
des centres d'orientation, de formation et d'accompagnement pour lutter contre l'échec scolaire et favoriser l'insertion sociale. Ces centres apportent aussi leur appui et assurent un accompagnement aux associations et coopératives dans le cadre de la gestion de leurs projets à finalité sociale. المركز كيفتح الابواب ديالو جميع الفئات العمريه تقريبا في ديال العيون. عندنا مجموعه من بعد ما كنستقبلوهم كيدوزوا واحد المرحله ديال الانصات والتوجيه اللي من خلالها كنحاولوا نتعرفوا على التوجهات ديال الناس والانتظارات ديالهم وكنشرحوا لهم شنو كاين في المركز، شنو الخدمات اللي المركز كيوفرها. من بعد كيديروا ورشات اللي كنحاولوا نتعرفوا عليهم اكثر باش الاختيار ديال الناس اللي كيجيو عندنا يكون اختيار صائب، والا كان الاختيار ديالهم ماشي هذا كنحاولوا نعاودوا نديروا واحد شويه ديال اعاده توجيه باش يمشيو في الاختيار اللي هو انسب. هذا العام هذا فتحنا المجال للجمعيات باطار برنامج اللي كيتسمى تقويه قدرات الجمعيات العامله باقليم العيون. الان حنا في صدد برنامج ديال تقويه التعاونيات اللي هي كتشتغل في الاقليم. Partant du principe qu'on ne peut hypothéquer l'avenir de ces jeunes et de ces populations à la résolution future du conflit au niveau des Nations Unies. Donc il est important que le modèle de développement des provinces du Sud permette à ces jeunes, à ces populations, à ces femmes, à ces personnes âgées qu'elles puissent avoir leur projet d'avenir, un projet de développement qui leur permet de s'insérer, de se développer et d'améliorer leur situation. Au nombre des projets sociaux financés par l'OCP figurent des clubs sportifs, des stades de foot, des salles de sport, des maisons médicales et un centre de dialyse qui ont vu le jour dans des endroits même les plus reculés. Les hydrocarbures constituent également un sujet important sur lequel surfent les adversaires du Maroc, qui considèrent qu'il ne peut explorer et encore moins passer des contrats avec des entreprises étrangères au mépris du droit international et de la jurisprudence clairement définie dans le cadre de la vie de Corée. D'abord, il faut être très clair sur les termes. Quand certains détracteurs vont jusqu'à affirmer que le Maroc exploite les hydrocarbures et sans bénéfice pour les populations, c'est un mensonge grossier. Parce que dans le domaine des hydrocarbures, nous n'avons pas de production, ni dans le nord ni dans le sud. Nous avons des productions de gaz, comme je l'ai dit au début, dans le Harb et dans Essaouira, et dans tout le reste, nous faisons de l'exploration. Et l'exploration est une première étape où il n'y a aucune extraction de ressources ou de substances. Les compagnies étrangères subissent régulièrement des attaques. Des bateaux sont piratés au large des côtes. Quelques sociétés ont fini par abandonner les projets. La question des hydrocarbures occupe une place importante dans leur lobby, alors que fondamentalement, il n'y a aucune production dans un secteur toujours au stade de la prospection. Nous considérons que le Maroc est dans la légalité en faisant ce type d'opération. Il a toute l'attitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. Aujourd'hui, nous sommes dans de l'exploration. Nous le faisons dans la conformité des lois marocaines, des lois internationales. Cosmos' activities on Western Sahara started almost a decade ago in 2006. And in parallel with working the sort of technical issues of exploration, which is about understanding the geology, shooting the seismic to be able to develop an understanding of whether there is a drillable prospect, and that's the process we're in now, of actually drilling the first prospect offshore. Plusieurs réunions ont été tenues avec non seulement les autorités locales, les parlementaires, les chiours,
les représentants de la société civile, les jeunes, et au cours de ces réunions, Cosmos, accompagné de l'ONIM, présentait qu'est-ce qui allait être fait, c'est quoi l'exploration, quels sont les travaux qui ont été menés, ce puits, quelles sont ses conditions de réalisation, en quoi il consiste, comment il va être porté et quelles sont les perspectives d'évolution. Et même l'avis juridique des Nations Unies, exprimé en 2002, disait très clairement que le Maroc étant l'autorité administrante, il a toute latitude d'octroyer des permis d'exploration dans les provinces du Sud, que c'était tout à fait légal, et qu'en cas d'exploitation, il fallait s'assurer que les populations de la région bénéficieraient des ressources qui vont être dégagées de cette exploitation. We've also been understanding all of the social issues, the political issues, the development issues that pertain to the region. And corporate responsibility is ensuring that you work both issues as hard, both the above ground and the below ground. And through that dialogue with the community, we can build trust. Ultimately, that will allow us to be a partner for this region for decades. But you have to start in the right way. La problématique des relations Union européenne-Maroc en matière de pêche s'invite dans le cadre de la campagne à l'occasion des élections communales et régionales de 2015. Les pêcheurs de la région, ici dans la ville de Marsa, près de Laayoune, manifestent leurs inquiétudes quant aux éventuelles conséquences du recours en annulation introduit par le Polisario auprès de la Cour européenne de justice, compte tenu du poids économique de la pêche dans la région. Il faut dire que le secteur de la pêche représente au Sahara 58 000 emplois directs et 115 000 emplois indirects. هذه الشريحة كتطالب بتفعيل برنامج اليوتيس 100% لأنه إلى حد الساعة البرنامج ديال اليوتيس انطلق في 2009 وتطبق منه تقريبا حوالي 60%. مازال من بعض البنود اللي والبعض الاتفاقيات اللي كانت في اليوتيس ما بين البحارة وما بين ليزارماتور وما بين الوزارة مازالت ما طبقت ما يخص استعمال الصناديق البلاستيكية وكيفية استعمالها ومصاريفها. Une nouvelle impulsion a été donnée en septembre 2009 au secteur halieutique par le lancement du plan Halieutice qui repose sur 3 axes stratégiques. La pérennité du secteur, la gestion efficiente des équipements et infrastructures, ainsi qu'un haut niveau de sécurité sur les plans de l'hygiène et de la santé. Enfin, la compétitivité des produits. Au cours des années, le plan Halieutice a permis d'augmenter le nombre d'emplois directs et indirects dans le secteur, d'améliorer les conditions de travail tout en multipliant le chiffre d'affaires des exportations et la consommation de poissons au Maroc. Juste après le retour des provinces du Sud à la mère patrie, il n'y avait pratiquement rien. On a démarré d'une situation de Nilo jusqu'à arriver aujourd'hui à une situation importante qui a permis de rendre le secteur de la pêche le premier employeur au niveau de la région. Parmi les projets que l'État a lancé au niveau des provinces du Sud, c'est le programme de formation-insertion. Ce programme, il vise essentiellement la formation théorique et pratique pour les dédiés aux jeunes de la région afin de faciliter leur intégration au secteur de la pêche. Aujourd'hui, nous avons 250 jeunes ont été déjà formés, la formation théorique, la formation pratique. بدينا بواحد التكوين النظري ومن بعد مشينا للتكوين التطبيقي حتى هو دوزنا فيه خطينا فيه مدة لا بأس بها حتى تعلمنا نصيدوا السمك ومن بعد استفدنا من رخص ديال الصيد ديال الصيد ديال زوارق الصيد البحري التقليدي. نشاط الصيد البحري لم يكن يهتم به قبائل الصحراء، لكن البرامج التنموية التي أصبحت اليوم في هذا المجال أصبحت تغري الساكنة من أجل الاهتمام بهذا القطاع. بالنسبة أيضا مجال الصيد البحري فرض منظومة قيم جديدة خصوصا مع مجيء الوافدين بعد المسيرة الخضراء 1975 أن سكان الصحراء لم يكونوا يعرفون المال، لم يكونوا يعرفون أيضا الادخار.
Nous avons démarré la production en 2012, fin 2012. Cette unité a nécessité un investissement de plus de 40 millions de dirhams, l'équivalent de 4 millions d'euros. Nous avons pu créer 130 emplois directs avec plus de 230 emplois indirects. أنا الحمد لله واحد من هذه المنطقة دخلنا في القطاع ودخلنا في الاستفادة في القطاع لأنه لا يعقل أننا عندنا واحد لو بوتنسيال اقتصادي مهم ونتموا قاعدين باركين على السياسة الفضفاضة. هذا نمشي في الطرح ديال سليم. الطرح أنا نمشي في الطرح ديال الحاج. الناس ديال الأقاليم الجنوبية خدامين والناس اللي يطرحوا الأطروحات الناس اللي هما إما في المنطقة ديال التندوف وبطبيعة الحال يطرحوا الأطروحات شغلهم شأنهم وإما حد هنا وفاشل في عمله. هاد الاشخاص هذو هما عاطلين على العمل وحنا في اطار الاتفاقيه ديال الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي كنحاولوا نوفروا لهم اطار شغل مناسب لهم. We have several specialists from Europe, from Lithuania, but majority local workers. Today we calculated about 200 people are working, including crew on the vessels and workers at shore. Hay marineros que llevan conmigo desde que he llegado. Andan 8 marineros aquí conmigo. Nos corresponden 4, pero andamos 8. Y gracias a Dios no tenemos problema ninguno. Trabajando sin novedad ninguna. Les bateaux européens qui travaillent au Maroc le font dans le cadre de l'accord de pêche qui est entré en vigueur en juillet 2014. Et c'est les Européens qui déterminent le nombre de bateaux, en rappelant qu'il y a 6 catégories de pêche. Chaque bateau, avant de rentrer dans les zones marocaines, est obligé de passer par un port de pêche marocain de son choix pour subir une visite technique. We are fishing in Mauritania and Morocco since 1996, so we have big experience in fishing. I have been in Dakhla since 2007, and I am a representative of the Norwegian company Shurik Morocco. When I came here in 2007, there was a lot of barracks, and there was a big program. Everybody have their own land, and they started building. So now you will find thousands and thousands and thousands of houses with families living inside. Nous sommes ici tout simplement au Maroc et puis nous développons cette région-là et on est très bien perçu dans la région parce que nous sommes donc employeurs et à terme nous aurons une centaine d'emplois ici sur le site. On a 1250 employés, on a 600 employés sur les unités de traitement et de congélation, on a 600 autres employés qui sont divisés entre l'unité de conserve et l'unité de production des plats élaborés. هذا القطاع كان غير معروف بالنسبة لجهة الداخلة والذهب. الناس كانت تعتمد على صيد الأسماك بالصيد التقليدي جدا، ولكن نظرا لهذه الفترة الأخيرة أصبح الحمد لله القطاع ينعم بمجموعة من التطورات اللي شهدها المغرب مؤخرا. Le secteur des pêches maritimes au niveau de la région d'Dakhla Ouad Dahab est un secteur très important. Il fait travailler 22 000 personnes d'une manière directe et plus de 11 000 personnes d'une manière indirecte.
L'activité de pêche maritime dans la région de Dakhla Oued Daham est répartie sur 4 secteurs. L'activité littorale concernant le ramassage du coquillage et l'aquaculture. L'activité de pêche artisanale exercée par 3255 canots de pêche artisanale qui opèrent à partir de 6 villages de pêcheurs éparpillés tout au long de la côte. Et l'activité de pêche côtière constituée de 75 seineurs côtiers et 100 navires palangriers. Et l'activité de pêche hauturier constituée de 23 chalutiers pélagiques utilisant la réfrigération avec l'eau de mer. Aussi des navires qui opèrent dans le cadre des accords liant le Maroc avec d'autres pays, notamment l'Union européenne. La production halieutique au niveau de la région Dakhla Oued Daham de l'année 2015 est de 616 000 tonnes pour une valeur de 2,4 milliards de dirhams injectés dans le tissu socio-économique de la région. بدينا المشروع في سنة 2002 بمساحة 115 هكتار اللي هي كانت كتشغل في هذاك الوقت ما يقارب من 700 حتى 800 عامل من جميع أنحاء المملكة وخصوصا من هذه المنطقة. احنا كشباب من أهل المنطقة اللي كاينين عايشين في هذا النزاع منذ 40 سنة درسنا والحمد لله تحصلنا على شواهد. اليوم نجو في وسط أرضنا ما كيهمناش النزاع نهائيا، كيهمنا بأن نشتغلوا أرضنا وما نبقاوش جالسين 40 سنة كما فات على والدينا تفوت حتى علينا حنايا ما درنا والو. Le domaine halieutique n'a jamais autant suscité d'intérêt que depuis que le Maroc a signé des accords internationaux en matière de pêche. Le récent jugement de la Cour européenne de justice du 10 décembre 2015 qui donne des ailes aux adversaires ne change pourtant rien sur le fond. Il est intéressant de voir les conclusions que chaque partie tire de l'arrêt de la Cour européenne de justice. Rien n'est laissé au hasard. Toute opportunité donne lieu à une intensification du lobby. Le Front Polisario est reconnu comme sujet de droit international, ayant la capacité de plaider devant toutes les juridictions de l'ensemble des pays européens. Il est reconnu seul représentant du peuple sahraoui. L'arrêt ne dit pas cela. C'est un point particulier, c'est une procédure particulière que d'être admis pour un recours en annulation devant le juge de l'Union. Oui, le Front Polisario a été reconnu comme pouvant agir en annulation devant le juge de l'Union. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement il va être reconnu devant toutes les juridictions de tous les États membres. Quant au deuxième point, la question de savoir si le Front Polisario est désormais reconnu par l'arrêt, par le tribunal, comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui. On ne peut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas du tout qu'il est le seul représentant légitime. Il se pose la question et au passage d'ailleurs l'arrêt oublie de véritablement répondre à cette question. Sur le fond, l'annulation a été prononcée parce qu'il y a utilisation des ressources naturelles du Sahara occidental contre la volonté exprimée par le Front Polisario. Là aussi, je suis désolé, il ne faut pas faire dire à l'arrêt ce qu'il ne dit pas. L'arrêt casse la décision du Conseil pour une seule raison, c'est que le Conseil aurait dû vérifier si oui ou non l'utilisation des ressources naturelles s'est faite au profit ou au détriment du peuple sahraoui. Point, c'est tout. Il ne dit pas, par ailleurs, il ne prend pas position pour dire si oui, effectivement, il y a eu mauvaise utilisation ou bonne utilisation des ressources naturelles. Il dit juste que le Conseil aurait dû vérifier. Seul le Front Polisario est en mesure d'exercer des actes de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et en aucune manière il ne pourra être accepté qu'un État tiers, qui est le Maroc, prétende pouvoir faire des actes d'autorité sur ce territoire en labellisant des produits, même avec une étiquette spéciale. L'arrêt est neutre sur ce point. Il suffit de lire les points 103, de lire les points 232, où il reconnaît qu'il y a bien un contrôle, une administration de fait du Maroc sur ce territoire. C'est un arrêt que je pourrais qualifier un peu de déconcertant. On s'attendait de la part du tribunal à peut-être respecter davantage
la jurisprudence, sa jurisprudence et celle de la Cour de justice, il est quand même, en tout cas, étonnant que le tribunal ne se soit pas posé la question: est-ce que le Front Polisario pouvait être considéré comme un destinataire de cet échange de lettres? La réponse est a priori non. L'échange de lettres ne concernait que l'Union européenne, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part. La jeunesse de cette instance remonte à la fin des années 90. L'idée a émané de la société civile. C'était une demande sociale à l'origine, qui a été mise en circulation par une ONG qui s'appelle toujours Forum Vérité et Justice, dont j'étais à l'origine cofondateur et président, qui a proposé la création d'une commission de vérité, d'abord en réaction, mais aussi en synergie avec l'évolution politique du pays. Moi-même étant ancienne victime, ancien prisonnier, donc j'ai rejoint ces groupes et les débats ont commencé. Et puis l'idée de créer une commission de vérité. Sont suivis des débats publics dans le pays et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là qu'ont commencé ce qu'on a appelé par la suite la libération de la parole. Le Conseil national des droits de l'homme a été créé en mars 2011, mais il a succédé au Conseil consultatif des droits de l'homme, qui avait été créé au début des années 1990, dans le cadre du démarrage du processus de libéralisation politique, de clôture du dossier de violation grave des droits de l'homme. Le Maroc a connu des crises politiques importantes, un affrontement pour le pouvoir entre la monarchie d'un côté et l'opposition de l'autre, notamment l'opposition de gauche et d'extrême gauche. Et ces affrontements ont donné lieu à des violations graves des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est les 46 membres qu'il y a au niveau national et les 350 membres qu'il y a au niveau des commissions régionales. Nous savons qu'un certain nombre d'ONG internationales ont sur la question du Sahara, par exemple, une position bien précise, qui est celle, par exemple, de demander un mécanisme de surveillance des droits de l'homme. Nous pensons que nous sommes tout à fait capables de faire ce travail de surveillance des droits de l'homme par nous-mêmes. المنطقة تحظى باهتمام خاص نسبيا عن باقي المناطق، وهي المنطقة أكيد نوضعها كمنطقة صراع سياسي ونزاع سياسي، واللي هي تحظى باهتمام الأمم المتحدة وكل الآليات المعتمدة في مجال يعني السياسي والحقوقي على المستوى العالمي وحتى على المستوى الوطني. هذا أكيد عنده تأثيرات مباشرة على العمل في مجالنا، واللي فيه المد والزجر ما بين الفصل ما بين ما هو حقوقي وما هو سياسي. C'est un constat au Maroc, mais qui est plus fort au Sahara. Il y a un déficit de culture des droits de l'homme. C'est ça aussi la situation. Et donc, et comme il y a beaucoup de discours sur les droits de l'homme dans la région, nous avons donné une priorité à la formation. Son objectif, c'est défendre les droits des victimes et leurs ayants droit, diffuser la culture des droits de l'homme en sa universalité. La liberté associative, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens veulent constituer des associations, dans le cadre de la loi marocaine qui existe,
nous avons agi sur cette question sans négociation, en demandant simplement l'application des principes. C'est comme ça que certaines associations qui avaient par exemple porté plainte parce que les autorités marocaines ne leur avaient pas donné un récépissé, eh ben, nous avons demandé à ce que la décision de justice marocaine soit appliquée, ce qui a été le cas. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعاملت وانفتحت على الجميع بدون يعني النظر إلى الرأي السياسي. وأنا أقول أن هذا الإخوان يعني أنهم حاملين فكر يجب أن نعطي الفرصة للجميع لكي يناقش ويحدد اختياراته وفق مبدأ الاحترام ووفق مبدأ الاختلاف. ومن هذا المنطلق اللجنة يعني عملت على التعامل مع الجميع. J'ai un point de vue sur ce qui se passe à Tindouf. Les droits de l'homme n'obéissent pas à la théorie des climats. Je suis les rapports des organisations internationales qui travaillent par exemple sur le Maroc et qui parfois nous adressent des critiques. On leur demande tout simplement d'appliquer la même règle à Tindouf. On ne peut pas parler avec vous aussi. Je n'ai rien à dire maintenant. On a peur. La surveillance. Si vous avez quelque chose à faire, de nous faire sortir de cette catastrophe. Il faut faire votre possible de nous faire sortir de cette catastrophe. Moi, j'ai 24 ans ici. On est marre de tout. Vous enquêtez. C'est ça. Hein? Comment ça, les gardiens? Les gardiens. Les gardiens sont فاتحين على المعده بجوج انا وهذا الشيء عشنا انا وياه في حاله وحده. غير خرطوم شدونا ها شوف رفع شوف السبعه شوف شدوها هكا جاني رفع انا بسيط. ما هذا اللي لابس الكباري. Quand on m'a enlevé le bandeau, j'étais dans une cave immense, limitée, découpée avec des barreaux métalliques qui allaient du plafond jusqu'au sol. Dans un côté, on s'était retrouvés 25 Marocains. Et au fond, bien loin, il y avait 75 Mauritaniens. On m'a obligé à travailler, à transporter des briques lourdes, lourdes qui font 30 kilos ou comme ça, sur une longue distance, 200 mètres. C'était le mois d'août, il faisait 45 degrés à l'ombre. Et poursuivi par des gardiens qui me battaient avec le câble électrique. Et qu'on souffre pendant tant d'années sur le territoire algérien, sans que l'Algérie soit désignée comme responsable de notre malheur, c'est anormal. Et ce que je demande aux instances internationales, c'est de compléter, de renforcer la protection des prisonniers de guerre. On ajoutait évidemment à la Convention de Genève et au protocole un autre article qui mettrait directement le pays qui abrite les prisonniers comme responsable de la sécurité des prisonniers vis-à-vis du CICR. Ce que ces gens-là ont vécu de manière parfois tragique doit être mieux documenté
et doit être aussi exploité au niveau international des droits de l'homme. Donc il faut aussi utiliser les moyens qui sont à notre disposition, pas avec l'Algérie ou avec le Polisario, mais en utilisant les méthodes d'action en matière des droits de l'homme, qui est celui de documenter les violations de manière très sérieuse. Je pense que nous devons encore faire un effort plus important là-dedans. Et deuxièmement, en utilisant les mécanismes qui existent pour les droits de l'homme. Il y a ce qu'on appelle les organes des traités, qui sont ces mécanismes des Nations Unies, qui doivent être utilisés de manière systématique. Le conflit reste entier. Il se joue sur plusieurs plans, diplomatique, médiatique et celui du lobbying. Les Nations Unies ne cessent, depuis de trop nombreuses années, de demander aux parties de trouver une solution politique mutuellement acceptable. فمنذ استرجائها مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم في إطار تضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد. Le roi du Maroc a annoncé en novembre 2015 une enveloppe budgétaire de 77 milliards de dirhams, soit 7 milliards d'euros, consacrée au financement des projets du nouveau modèle de développement des provinces du sud du royaume. Ce modèle vise le soutien au secteur de production, phosphate, agriculture, pêche maritime et tourisme écologique. L'objectif est de créer 120 000 emplois, notamment au profit des jeunes et des femmes, de consolider les droits de l'homme, de renforcer la démocratie, de garantir le développement durable, de promouvoir la culture hassani. قطاع الصناعة التقليدية كان دائما متواجد في المجتمع الصحراوي، لأنه في قديم الزمان الناس ديال الصحراء كانوا تيسكنوا في ما يسمى بالفريق، مجموعة خيام تيسكنوها الناس. ضمن هذاك الفريق كانت دائما خيمة الصناع في الفريق. هذه خيمة الصناع كان عندها واحد المجموعة ديال الأدوار، فكل شخص اللي وصل لسن الزواج وبغى يتزوج تيمشي للخيمة ديال الصناع التقليديين